Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir honoré de votre présence dans cette magnifique salle. Je vais commencer par vous poser une question. Ma question est la suivante. Est-ce que dans votre entourage au quotidien, vous voyez des personnes qui travaillent durement, qui se battent, qui donnent tout pour atteindre leurs objectifs? Est-ce qu'il y en a dans votre entourage? Est-ce qu'il y en a dans votre entourage? Oui. Ce sont des exemples qui font légion. J'ai grandi dans un environnement où on nous a fait avec des concepts tels que homme battant, femme battante. Et pour nous, celui-là qui se battait, celui-là qui tenait bon malgré les difficultés, était une personne résiliente. Je suis, depuis le 6 décembre 2024, président de l'association des étudiants de l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université Yaoundé 1. C'est une association qui accompagne les étudiants. Par accompagner, j'entends ici mener des actions, porter des initiatives pour la cause estudiantine et même pour ceux-là qui sont en devenir. Nous avons mené pas mal de projets, à l'instar desquels les Olympiades polytechniciennes nationales bilingues, en abrégé OPNB. C'est quoi les Olympiades polytechniciennes nationales bilingues? C'est une compétition intellectuelle à l'attention des élèves des classes de terminale du système francophone et Upper Six du système anglophone. Cette émulation-là est destinée à faire compétir plus de 10 000 élèves chaque année sur l'étendue du territoire national camerounais. Les objectifs. Le premier, leur donner accès à la bonne information, à l'orientation après baccalauréat. C'est les faire compétir autour des épreuves, relever les défis pour intégrer les grandes écoles et facultés du Cameroun dans les domaines de l'ingénierie, de la santé, de l'administration, de la gestion, etc. C'est également les faire comprendre que l'accessibilité dans ces écoles-là n'est pas la chose des personnes ayant un statut social particulier. Alors, pour ce faire, chaque année, nous parcourons le pays. Nous partons dans toutes les villes, des grandes, comme dans les zones parfois les plus reculées, où nous faisons face à des difficultés, ni Internet, pas d'électricité, aucune accessibilité par voie. Mais nous allons vers ces derniers parce que nous savons qu'ils ont un rêve. Nous sommes la solution à cette concrétisation de leurs rêves. Nous avons été à leur place. Nous avons obtenu le baccalauréat et nous n'avons pas d'issue. Nous venons donc les transmettre la bonne nouvelle. Le déploiement d'une telle activité ne peut se faire sans difficulté. C'est une réalité pour les étudiants qui, en réalité, doivent être à cheval entre les cours, les révisions, les TD et tout ce que cela implique. S'il fallait ajouter la vie associative, c'est très compliqué. Première difficulté, les blocages administratifs. Parfois, une initiative comme celle-là, qui doit drainer un maximum de foule, même si l'initiative est louable, il vous faut les accords de votre hiérarchie. La lenteur administrative. Autre difficulté, les incompréhensions. À la rencontre des chefs d'établissement, ils vont vous demander quelle est la plus-value de cette initiative, qu'est-ce que cela apporte en plus des évaluations qu'ils font, des galops d'essais, des contrôles continus. Il faudra donc les montrer la plus-value, la pertinence et le plus, la particularité de cette émulation que vous proposez à ces cadets. La troisième difficulté, c'est la coordination des équipes. Entre étudiants, c'est pas toujours évident parce que lorsqu'on est dans un cadre restreint, nous sommes tous au même niveau. Et lorsqu'il faut donner des instructions, dire toi tu dois faire telle chose, toi fais telle autre chose, c'est pas toujours bien perçu. Il faudrait donc que chacun accepte d'être à une place donnée pour un résultat escompté. La grande difficulté, c'est un problème logistique. Vous savez, pour des étudiants, tenir une telle activité sur l'étendue du territoire national, c'est pas chose aisée. Il faut une synchronisation, il faut un calendrier, il faut un déploiement opérationnel qui prend de l'énergie, qui prend du temps, qui demande des moyens financiers et toujours de la dévotion, de l'engagement
et le sens de bien faire. Parce que j'aime le dire toujours à mes collaborateurs, ceux avec qui je suis au quotidien, c'est qu'il faut faire chaque chose par amour. Parce que lorsque vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. À chaque fois, chaque édition, ça se déroulait bien. Du moins, la face visible de l'iceberg. Ça, c'est ce que les gens croyaient. Mais en interne, c'était pas toujours trop ça. Et on s'était dit que être résilient, c'était notre capacité à tenir bon. Tenir malgré la fatigue, ça demande beaucoup d'énergie. Tenir malgré les difficultés, tenir malgré les imprévus. Par imprévu, ici, on attend les contraintes calendaires parce que parfois, vous partez à la rencontre des chefs d'établissement, vous vous accordez sur un calendrier, ils sont ceux-là qui vont abriter le centre d'examen et quand vous revenez 1 à 2 semaines avant pour concrétiser, on vous fait comprendre que bon, on a programmé telle activité, vraiment, il faudra décaler parce que votre activité ne saurait venir en priorité quand le chef d'établissement a décidé ou bien quand le délégué régional a envoyé une note. Il faut s'y plier. Ça se déroulait. Ça se passait et puis tout le monde était content. On avait de belles photos. Je peux vous dire, on a de très belles images. Ça, c'est le côté visible. Et puis, un jour, je me suis posé la question. C'était celle de savoir pourquoi à chaque fois, on commettait les mêmes erreurs. Les erreurs se répétaient. Si nous étions si résilients, pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi d'une édition à l'autre, on ne voit pas une avancée significative, du moins un plus. Comme on le dit en mathématiques, qui était d'un rang n pour un rang n plus 1 en récurrence. C'est là que j'ai compris que la véritable définition de la résilience n'était pas notre capacité à encaisser les difficultés. Dans notre vie quotidienne, nous sommes devenus des experts en résolution de conflits, en résolution de problèmes. Mais non pas comme ceux-là qui peuvent prévenir ces conflits. C'est là où je vais interpeller les uns et les autres. Lorsque nous avons, dans nos réunions de coordination, on a cessé de se poser la question, quelle est la solution à ce problème? On s'est demandé plutôt, qu'est-ce qui engendre ce problème? Quelle est la cause? Quelle est l'origine? Quelle en est la source? Dès lors que nous avons répondu à cette question, je peux vous rassurer, le mandat que j'ai engagé, je l'ai tenu. J'ai honoré au moins à 90% des promesses faites aux camarades. Nous avons mené des initiatives qui ont été appréciées par la hiérarchie de notre école, de notre université et même par notre ministère de tutelle. Cette innovation nous a valu de nombreuses distinctions. Bien, le message que je partagerai avec vous aujourd'hui est le suivant. La véritable résilience ne consiste pas à encaisser les crises, mais à transformer les causes qui les rendent inévitables. Parce que dans nos entreprises, dans nos institutions, dans nos associations, dans notre vie personnelle même, nous sommes devenus des experts en gestion des crises et non pas comme ceux-là qui peuvent contribuer à leur anticipation. Parce que s'il fallait véritablement parler de gestion des crises, je pense que j'aurai au moins 30 certifications dans ce domaine-là. Mais depuis que j'ai compris ce que c'est que la résilience, je peux vous garantir, dans l'organisation des activités, même dans la vie personnelle, vous verrez les impacts. Alors, et si la résilience n'était pas encaisser les crises et qu'elle se limitait à transformer? Transformer encore et to be on. Je vous en remercie.